Merci, Luc. Évidemment, il est de bon ton de remercier de l'invitation, mais je remercie Luc de son invitation, non pas parce que c'est de bon ton, mais parce que je me sens honoré, effectivement, par cette invitation. Je vois d'ailleurs dans cette invitation la grande subtilité de Luc, puisque l'IDEA n'a pas ployé sous mes présences nombreuses, malgré l'intérêt que j'avais pour les travaux de l'IDEA. Donc, il a jugé probablement que la meilleure façon de me faire participer à une activité de l'IDEA, c'était de me demander de présenter quelque chose. Effectivement, en général, quand je présente, j'y suis. En tout cas, enfin, en général, en fait, j'essaie d'être présent, surtout d'honorer la présence réelle, comme diraient mes collègues théologiens. Blague à part, Luc a très bien présenté cet exposé. Dans le fond, c'est la deuxième version, à peine amendée, d'un exposé que j'ai donné dans ma faculté, qui a initié il y a quelques années une tradition de leçon inaugurale. Évidemment, l'avantage d'une leçon inaugurale, c'est qu'on ne peut pas poser de questions. Ici, vous pouvez poser des questions. Alors, j'ai donné cette leçon inaugurale. C'est quand même extraordinaire quand vos collègues vous invitent à leur faire la leçon. C'est une occasion à ne jamais manquer. Donc, j'ai préparé ça, mais plus sérieusement, ça a l'air d'une boutade, mais ça correspondait à... mon approche correspondait à une question, je pense qu'on peut légitimement se poser, ou que je pouvais légitimement me poser. C'était cette question qui pourra vous sembler un peu curieuse, c'est suis-je encore un théologien? C'est-à-dire, il y a plusieurs façons de s'investir dans la bioéthique, et vous allez voir qu'ici, je fais, je dirais, je milite d'une certaine façon, pour une façon bien particulière, pour le théologien, de s'investir en bioéthique. Donc, je défends pratiquement une thèse sur la façon d'être présent dans le débat bioéthique pour le théologien. Et ce qui m'a beaucoup touché, et ça, normalement, ça devrait être un prédicteur pour l'IDEA, et la dynamique de l'éthique à l'Université Laval, c'est que cette présentation a été très bien reçue par mes collègues, non seulement pour la qualité intrinsèque de la présentation, mais également pour les orientations que ça représente pour le théologien qui s'investit en bioéthique. Alors, parler de bioéthique, oh, j'en ai pas besoin, ça rassure, hein? C'est bien une pile de papier, c'est très rassurant. Parler de bioéthique, ça nous amène à nous poser la question de, justement, quelle bioéthique? C'est quoi la bioéthique? Comment je la vois, la bioéthique? Donc, il y a un enjeu de définition de la bioéthique, et on va l'examiner ensemble. Comment définir la bioéthique? Est-ce qu'on la définit à partir de son objet? Alors, si on la définit à partir de son objet, la bioéthique se définit comme une étude des problèmes éthiques qui surgissent dans notre rapport au vivant, là, bioéthique, et on peut avoir une vision très large de la bioéthique et aussi en faire une éthique de l'environnement. C'est le pari de ma collègue Marie-Hélène Parizeau, donc d'inclure dans la bioéthique, et ça correspond effectivement à la visée initiale de la bioéthique, une bioéthique très large qui touche l'ensemble du vivant. Mais le plus souvent, la bioéthique s'intéresse à des questions, je dirais, plus spécifiques, plus médicales, comme la contraception, l'avortement, les nouvelles techniques de la reproduction, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie, l'accès aux soins, etc. Et un exemple d'activité qui, je pense, qui est en cours actuellement et qui sera en cours la semaine prochaine, il y a l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui actuellement tient 2 forums sur les niveaux de soins. Donc, vous voyez l'actualité de la question, des questions de fin de vie, là, qui est incontestable. L'accès aux soins, on y reviendra tout à l'heure parce que je vous parlerai de l'accès aux médicaments
en particulier accès aux médicaments dans le cadre du cancer, comme y faisait allusion Luc. Ces dernières années, je me suis passablement consacré à la question des médicaments et les théologiens parmi vous pourront avoir un petit sourire moqueur parce qu'on sera, comme théologien, je serai passé de la pilule au singulier de 1968 jusqu'à vouloir, voyez-vous, contrôler l'ensemble des pilules, l'accès à l'ensemble des pilules. Évidemment, c'est une blague de fort mauvais goût, mais enfin, ça vous permet de maintenir l'attention. Alors, blague à part, donc définir la bioéthique à partir de ses objets ou définir la bioéthique à partir de sa méthode. Si on la définit selon sa méthode, la bioéthique pourrait se définir ainsi, c'est-à-dire le projet, c'est d'élaborer de manière interdisciplinaire une éthique qui assume le pluralisme de nos sociétés. Et c'est le pari qui est le mien, et la bioéthique qui me semble relever d'une véritable urgence, c'est une éthique interdisciplinaire dans une société pluraliste. De voir comment on va relever ce défi de passer l'encadrement du développement, des développements issus de la médecine, de la biologie. Comment on va penser cet encadrement dans une société qui est fondamentalement pluraliste, et je reviendrai un peu plus là-dessus. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'à sa naissance, la bioéthique conteste dans sa dynamique le relativisme moral. Parce que lorsque la bioéthique naît dans les années 70, les courants qui dominent dans le monde de la philosophie, ce sont soit des courants qui s'investissent dans des questions fondamentales qu'on appelle de métaéthique, donc qui ne s'intéressent pas à la pratique, mais d'une certaine façon, si les philosophes à cette époque ne s'intéressent guère à la pratique, c'est que ce qui domine, c'est une interprétation relativiste de l'éthique. Et si on est dans une interprétation relativiste de l'éthique et non cognitiviste de l'éthique, la prétention d'avoir un impact sur le développement de la science, c'est difficile à tenir. Parce que la position relativiste, si on la pousse au bout, un peu dans la caricature, c'est que tout se vaut. Alors, si tout se vaut, et tout est contextuel, tout est relatif, alors on a bien peu de légitimité pour penser une position critique, pour penser, prétendre influencer le développement des sciences. D'une certaine façon, la bioéthique, dans sa dynamique, au moment de sa naissance, met entre parenthèses les doutes qui viennent de la métaéthique et se dit, d'une certaine façon, faisons comme si et partons de quelques principes sur lesquels on s'entend et, dans sa dynamique, va défendre une position cognitiviste avec une dimension universaliste, quoique la bioéthique du départ est extrêmement sensible à l'aspect multiculturelle de la société dans laquelle elle naît, c'est-à-dire aux États-Unis, avec cette idée fondamentale, simple mais difficile à réaliser, que chacun devrait pouvoir mener sa vie selon la conception du bien qui est la sienne. Et la bioéthique du début vient, je dirais, renverser cette fameuse règle d'or qu'on utilise pour faire la démonstration de la convergence des religions et des cultures, qui dit « fais à autrui le bien que tu voudrais qu'on te fasse », la bioéthique dit, bien au contraire, fais à autrui le bien qu'il voudrait qu'on lui fasse. Alors, vous voyez, il y a une très, très grande différence, parce que si je prétends faire à autrui le bien que je voudrais qu'on me fasse, ça veut dire que cet autrui est à mon image, et il est le même que moi, il a la même vision du monde, il a les mêmes aspirations, il a les mêmes valeurs, mais peut-être que cet autrui n'a pas tout à fait les mêmes valeurs, la même vision du monde, la même vision de la bonne mort. Donc, la bioéthique dit « fais à autrui le bien qu'il voudrait qu'on lui fasse ». Et c'est très embarrassant parce qu'il faut initier le dialogue avec autrui et on sait que ce n'est pas toujours facile. Alors, vous voyez que la bioéthique, au départ, a une dimension universaliste, mais aussi une grande sensibilité à la diversité des cultures. Alors,
Quels sont les enjeux d'une définition de la bioéthique? Si on définit la bioéthique à partir de son objet, peuvent naître des bioéthiques confessionnelles. Et effectivement, si vous faites une recherche, soit dans les instruments classiques de recherche ou si vous allez simplement sur Amazon, vous allez trouver des bioéthiques catholiques, des bioéthiques protestantes, des bioéthiques musulmanes, des bioéthiques d'à peu près de toutes les orientations religieuses. Donc, si c'est un objet, donc la bioéthique, mais une bioéthique catholique et pas une bioéthique qui est générée de façon interdisciplinaire, peut-être, mais certainement pas de façon pluraliste. Mais on peut penser aussi la bioéthique comme éthique professionnelle. Alors, on a des éthiques professionnelles en médecine, en soins infirmiers, dans toutes sortes de spécialités médicales qui ont présenté des bioéthiques à l'intérieur de leur profession. Et là, pour moi, ça pose un certain problème parce que, justement, pour moi, le projet de départ, c'était de s'asseoir ensemble, nous qui sommes divers professionnels, et de mettre ensemble nos façons de voir, nos éthiques pour intégrer cela dans quelque chose de plus vaste. Si on définit la bioéthique par rapport à la méthode, ça veut dire qu'on assume le pluraliste de façon radicale et ça a une conséquence qui est, je dirais, qui est lourde à porter, mais je pense qu'il faut tirer cette conséquence, c'est que on devra plus ou moins faire le deuil d'un horizon commun de sens. Quand on est dans le normatif, ça va assez bien, c'est-à-dire on s'entend sur des normes communes. Mais l'éthique est plus qu'une réflexion sur le normatif. L'éthique, ça suppose, comme je le disais tout à l'heure, une conception de ce qui est une vie réussie, de ce qui est l'accomplissement. Et je fais remarquer qu'Habermas, par exemple, a une expression qui m'avait vraiment intrigué la première fois que je l'ai lu. Quand il parle de l'éthique, de la bonne vie, il dit la question clinique d'une vie réussie. La question clinique. La question clinique, c'est la question qui se pose chez mon psychothérapeute. Hein? Ou qui se pose avec mon directeur de conscience. Tu sais? C'est quoi une vie réussie? C'est dans quel style de vie conduit à l'accomplissement de ma personne? Ce qui est tout à fait, c'est pas une question normative. Après, il y a des conséquences normatives, mais fondamentalement, ce n'est pas une question normative. Et remarquez une chose, c'est que nos concitoyens qui se suicident, ou qui ne se suicident pas, il y en a quelques-uns qui ne le font pas, ce n'est pas les normes qui font qu'on ne se suicide pas ou qu'on renonce au suicide. C'est que tout à coup, notre vie retrouve un sens. Que cette vie peut être... Il peut y avoir une, je dirais, un nouveau récit qui fasse que la vie puisse retrouver son sens après qu'elle l'eut perdu. Alors, la question du sens de la vie, du sens de ce qui est une vie réussie, c'est une question absolument fondamentale. Alors, quand on parle de l'éthique, bien souvent, on se réfugie du côté du normatif. Et remarquez une chose, c'est que nos motivations éthiques sont beaucoup plus du côté de la good life que du côté des normes. Les normes ne nous motivent pas ou ont un peu de force motivante. Pour reprendre l'expression d'Habermas, c'est que les normes reposent sur une argumentation, et Habermas nous dit la faible force motivante de l'argumentation. L'argumentation nous convainc, mais elle ne nous motive pas. Il y a des gens ici qui sont convaincus des problèmes liés à la cigarette, mais qui continuent de fumer.
Bien évidemment, devant une docte assemblée comme celle-là, je ne parlerai pas de l'usage du condom et de tout ce que vous savez et de tout ce que vous ne faites pas. Je suis très bien informé. Mais vous voyez, c'est une chose de convaincre et c'en est une autre de motiver. Et la motivation dans l'univers moral, pour moi, s'enracine profondément dans la vision d'une vie bonne, dans la vision d'une vie réussie. Donc, vous voyez, le problème qu'on a, c'est que dans un contexte de pluralisme, il faut faire le deuil d'un horizon de sens commun largement partagé. Alors, c'est un deuil qui est cher, qui est difficile, puis en même temps, cette problématique reste présente. Il n'est pas commun, peut-être cet horizon de sens, mais il faut être très sensible au rôle de cet horizon de sens. De là, éviter chez les journalistes et dans une certaine orthodoxie des médias, éviter de pavoiser trop rapidement devant la perte d'influence des religions, du catholicisme en particulier, parce que c'est la courte vue de croire que les religions ne fournissent que des normes, alors que les religions fournissent également du sens, des possibilités d'interpréter les circonstances de la vie et de faire du sens avec ce qui n'en a pas a priori, comme la mort d'un enfant, comme j'ai étudiant, collègue qui est ici, qui participe à l'SFDOR, j'en ai quelques-uns d'ailleurs, qui participe avec moi au séminaire, qui est un militaire et qui nous parle dans le séminaire de ce qu'il entend des militaires qui reviennent de mission. Bien, c'est la question du sens qui est au cœur de ça. Et la quête, c'est de retrouver du sens. Et parfois, les représentations religieuses contribuent à retrouver du sens. Donc, pensez que c'est un gain net, la perte de puissance des représentations religieuses, c'est d'ignorer que les morales religieuses transmettent bien plus que des normes, bien plus. L'interdisciplinarité, ça suppose de mettre en rapport des disciplines qui ne répondent pas aux mêmes critères de scientificité. Et c'est ça qui est difficile. Parmi les choses que j'ai faites ces dernières années, j'ai siégé pendant 2 mandats au comité permanent de l'éthique des instituts de recherche en santé du Canada. Et une des tâches que j'ai eues, c'était de siéger sur un comité qui portait sur l'évaluation de la recherche faite avec des méthodes qualitatives. Alors, j'ai été témoin dans des comités d'éthique du mépris qui était offert par les vrais scientifiques à l'égard des recherches qualitatives, de dire, bien, il n'y a rien que 10 sujets, ça ne peut pas être sérieux. Parce que le paradigme de la science qui dominait alors, c'était le paradigme des essais cliniques, le paradigme d'une science expérimentale qui est basée sur des hypothèses qu'on vérifie. Alors, tout ce qui sortait en dehors de ce paradigme était de la non-science. Et le défi qu'on avait, c'était d'élargir tout ça pour faire comprendre qu'il y a une science aussi dans les études anthropologiques, qu'on peut adopter une approche phénoménologique et ainsi de suite. Mais on n'a pas les mêmes critères de scientificité. Pour le dire de façon très caricaturale, dans ces comités-là, on avait l'impression que le critère de scientificité, c'était le N, c'est-à-dire le nombre de sujets. Ça va bien quand on fait de la pneumologie. Les pneumologues, eux, ils font des études en pneumologie cardio, 10 000 sujets. C'est commun. Par contre, dans les maladies rares, 40, 50 sujets. Puis il se fait de la science aussi autrement, avec d'autres méthodes qui impliquent qu'on travaille avec beaucoup moins de sujets de recherche. Donc, le défi, c'est le défi de l'impérialisme disciplinaire, d'être capable de voir que la science est relative à des contextes dans lesquels il y a des exigences qui varient et qui, on ne peut pas, je dirais, amener, soumettre l'ensemble des sciences aux mêmes critères de scientificité et imaginer le défi que ça pose lorsqu'on doit arrimer diverses sciences pour faire le conseil.
Parce que, comme Luc le disait, je suis à l'INES, et à l'INES, j'ai une fonction que je me plais à appeler de façon un peu humoristique. Je suis dans un comité qui est en somme le conseiller du prince. Et là, le prince nous a envoyé un signal pour dire qu'il allait nous écouter. C'est une très, très bonne idée de m'écouter et d'écouter le comité. Autrement dit, c'est nous qui faisons les recommandations sur le remboursement des médicaments et même ceux dans le cancer. Mais au moment où on fait cela, on essaie de mettre ensemble des données qui viennent de diverses sciences. Le théologien ou le religieux, la personne religieuse, n'est pas préoccupé avant tout du nombre de personnes qui passent le guichet pour rentrer dans l'Église. C'est pas cette pression-là des gens qui restent à la porte qui font que les orientations face à des questions actuelles comme l'homosexualité, le remariage, c'est-à-dire l'accès au sacrement des divorcés, cette question-là, elle se repense. Elle devient possible si le théologien reprend le dialogue avec ces lieux théologiques et arrive à s'expliquer, comme je dis parfois, avec Augustin ou avec Pie XII ou avec les pères de l'Église pour trouver une nouvelle lecture parce qu'il y a besoin de cette cohérence par rapport à cette tradition. Donc, c'est une bioéthique ad intra. Donc, le projet est vraiment légitime. Mais le problème avec ce projet, c'est que, faute de partager les éléments dont j'ai parlé, d'avoir la référence à ces récits-là, d'avoir derrière ma vision, par exemple, le mystère de la rédemption, et ainsi de suite, si je ne partage pas ça, je vais avoir la difficulté à partager les conclusions. Alors, ces conclusions tiennent en partie de l'adhésion préalable à une vision globale. Donc, l'argument théologique peut convaincre ad intra, mais parfois est peu convaincant ad extra. Mais on ne peut pas nier la pertinence d'un tel projet, mais il ne correspond pas, selon moi, au projet de la bioéthique. Mais on peut penser une bioéthique aussi qui sera professionnelle, mais qui est également une bioéthique ad intra. Dans le fond, on recherche une éthique de la vie cohérente avec les idéaux de la profession. C'est du moins ce qu'on devrait faire. On ne le fait pas toujours. Ici, je ne vous citerai pas le Collège des médecins comme exemple. Je ne vous citerai pas la position que le Collège a prise dans le débat à propos de ce qu'on appelle les soins de fin de vie. Mais à mon avis, évidemment, ça reste entre nous, à mon avis, ils ne se sont pas expliqués à l'intérieur de leur propre communauté morale. À l'intérieur de la communauté morale des médecins à l'échelle internationale, qui a toutes sortes de positions. Donc, il faut être capable de s'expliquer avec ses pairs, d'une certaine façon, des orientations qu'on prend. Mais à la place de ça, on a mis un grand chapeau, et la magie est à la mode, et de ce grand chapeau, on a fait sortir un nouveau soin qui correspond à ce qu'on définissait autrefois comme de l'euthanasie, mais maintenant, ça fait partie du continuum des soins. Et ce qui permet au Québec de prétendre à une juridiction sur cette question. C'est peut-être une entourloupette plus d'ordre juridique, mais du point de vue éthique, ça vient accentuer un problème. Parce qu'en éthique, un des problèmes qu'on a, c'est comment le vocabulaire, parfois, évolue au fil de présuppositions théoriques ou au fil d'une rhétorique bien organisée, parce qu'on sait qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Donc, on embrouille. Et j'ai été frappé l'autre jour, j'écoutais la radio, où il y avait, je pense que c'était le secrétaire du Collège des médecins, qui dit qu'on allait introduire au Québec des soins de fin de vie. J'étais bien heureux de l'apprendre. Ça veut dire qu'actuellement, les soins de fin de vie n'existent pas. Mais ça pourrait vouloir dire aussi que l'aide médicale, vous voyez le déplacement, hein? Soins de fin de vie, aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, c'est devenu le synonyme
de l'euthanasie. Donc, on fait le déplacement, tout à coup, c'est plus l'euthanasie. C'est là où on pense que l'aide médicale à mourir, c'est ça qu'on a introduit. Non, c'était pas l'aide médicale, mais les soins de fin de vie. Mais à ma connaissance, il y avait des soins de fin de vie. Vous voyez, comment ce vocabulaire-là? Puis là, c'est simplement le secrétaire du Collège des médecins. Donc, normalement, il ne devrait pas être au fait des subtilités du langage. Mais c'est un petit peu inquiétant. Mais je trouve pas que ça aide je pense pas que ça aide le débat public d'être dans ce genre, je dirais, d'opération. Enfin, je ne m'étendrai pas trop sur le Collège des médecins. Ses représentants ne sont pas là, mais j'ai eu l'occasion de croiser le fer avec ses représentants. Donc, bien, on ne peut pas dire que ce projet est impertinent. Bien au contraire, il est tout à fait pertinent. Normalement, une profession de l'intérieur doit être capable de répondre, je dirais, de l'évolution de son éthique, à moins que sa nouvelle éthique soit celle du marché et de répondre tout simplement aux exigences du marché. Ce qu'on voudrait que la Sainte Église catholique fasse, de se mettre en position simplement de répondre aux besoins du marché. Et de ce point de vue, je demeure extrêmement catholique. Je pense qu'il ne faut pas se mettre dans cette logique-là et je ne reprendrai pas les critiques du marché faites par un éminent collègue. Alors, je poursuis après m'être écarté un peu, mais souvent, c'est dans ces écarts qu'on dit les choses les plus intéressantes. Une bioéthique interdisciplinaire et pluraliste s'adresse aux citoyens. Ici, le citoyen n'est pas un synonyme de personne, n'est pas un synonyme d'individu, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, en général, il y a peu de hasard dans mes choix de mots. Alors ici, le citoyen, c'est celui qui participe à la gestion de la cité. Alors, vous voyez, c'est là qui est pour moi l'aspect le plus important. Cette bioéthique s'adresse en priorité aux citoyens, la bioéthique interdisciplinaire. C'est une bioéthique qui essaie de penser la vie commune au sein d'une société profondément marquée par le pluralisme comme fait et comme valeur. Donc, il faut toujours tenir ces deux aspects-là, le pluralisme comme fait, mais aussi le pluralisme comme valeur. Je pense que le pluralisme est critiquable sous ces deux aspects-là, de fait et de valeur. Et une autre chose qu'il ne faut pas oublier et qui est parfois difficile à saisir quand on est médecin ou scientifique, c'est que la philosophie est comparable à la psychologie à certains égards, entre autres parce qu'il y a plusieurs théories. Donc, il y a une multiplicité des théories, donc il y a un pluralisme à l'intérieur du débat philosophique, il y a un pluralisme à l'intérieur de la théologie morale, de la philosophie morale. Vous voyez, le pluralisme est aussi intérieur. Et ce qui complique aussi le fait, c'est que nous sommes des individus constitués de façon pluraliste. Il n'y a pas beaucoup ici d'individus qui sont, je dirais, vous me permettrez l'expression, il n'y en a pas beaucoup de pure laine. Hein? Puis même ceux qui pourraient sembler pure laine à cause de certains traits physiques, parfois sont déjà traversés par des multiples influences, et c'est pour ça que celui qui va retourner dans son pays après quelques années, parfois va avoir l'impression d'être étranger dans son pays, comme il était étranger dans notre pays, qui était son pays d'ailleurs. Alors, ce qui montre bien l'espèce de pluralisme interne qui est le nôtre, à chacun d'entre nous. Donc, le pluralisme, ce n'est pas simplement la cohabitation de communautés, je dirais, franchement définies, mais c'est la cohabitation aussi d'individus qui sont constitués de façon pluraliste. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de bioéthique dont je fais la promotion? C'est travailler sous l'égide de la recherche du bien commun. Il y a vraiment un parti pris pour la recherche du bien commun et aussi dans le cadre d'une société, c'est-à-dire dans une société dont les cadres sont dictés par le droit. Et ici, encore là, bien, les fautes d'orthographe, j'en fais involontairement.
Mais ici, le D majuscule n'est pas une faute d'orthographe, n'est pas une distraction. Je voulais souligner, je dirais, la noblesse de l'institution juridique, de la noblesse du droit. Ceux qui en doutent n'ont qu'à aller voyager quelques jours dans des pays où on a perdu confiance dans le droit, dans les institutions, pour voir les conséquences de cette perte de confiance. De là, je dirais, il faut être très, je dirais, très prudent dans des critiques qui pourraient miner la crédibilité des institutions démocratiques et du droit lui-même. Et à cet égard, la théologie, ou du moins le magistère romain, parfois a émis des critiques un peu dangereuses à l'égard des institutions juridiques qui pouvaient miner, dans certains cas, la légitimité. Et il faut faire très attention quand on mine la légitimité des institutions juridiques, parce que lorsqu'on n'a plus le droit, il nous reste seulement une chose, c'est la violence. C'est la seule alternative, c'est la violence. Donc, si on n'accepte pas les jugements des tribunaux, on va se taper sur la gueule, et on va se taper sur la gueule pendant longtemps. Donc, les débats sur les lois et les politiques publiques ayant des incidences sur des objets bioéthiques, c'est là-dedans qu'on se retrouve. Et c'est là-dedans que je suis, je dirais, impliqué depuis des années. J'ai été, je ne veux pas avoir l'air de faire je dirais, une espèce de plaidoyer pro domo, mais il y a quelques années, par exemple, j'ai été invité à la commission parlementaire sur, justement, la mort dans la dignité, au moment où on l'a mis en marche. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme théologien lorsqu'on va là? On va là, non pas pour défendre un point de vue particulier, mais pour essayer d'aider à bien poser les questions. Hein? À bien poser les questions, les poser dans un cadre qui ne préjuge pas des réponses à donner. Et je me suis retrouvé dans une situation assez étrange. D'ailleurs, je ne peux pas vous citer les deux noms, mais une collègue de Montréal, je pense peut-être en sociaux ou en droit, et moi, on a fait changer le nom de la commission au début. Parce que la façon dont c'était formulé, ça laissait entendre que mourir dans la dignité était un synonyme d'euthanasie. Parce que le terme dignité ou de mort dans la dignité a été tellement récupéré par le lobby pro-euthanasie que donc on a fait changer, je ne me rappelle pas exactement la phraséologie, mais vous voyez, on est là au départ pour aider à bien cadrer et aider aussi à bien cadrer justement dans une participation sous l'égide du bien commun. Et le bien commun, ça suppose des conditions où on peut vivre ensemble. Or, les médicaments, j'en ai parlé, l'encadrement de l'éthique de la recherche. Donc, le théologien se retrouve parfois dans des curieuses de situations. Ici, il y a une situation, c'est pas moi qui l'ai vécue, c'est mon collègue Didier Canopil. Il y a quelques années, plusieurs années maintenant, Didier a participé, alors qu'il est un théologien, à l'élaboration d'une politique de la vie affective à l'hôpital Robert-Giffard. Politique de la vie affective, ce n'est pas simplement un euphémisme, mais il faut voir les implications. La politique de la vie affective, ça visait, entre autres choses, à régler un problème délicat. C'est que on peut s'entendre qu'avoir des relations sexuelles dans des armoires à balai, ce n'est pas tout à fait des conditions qui respectent certains critères en termes de respect de la dignité humaine. Pas plus d'ailleurs que dans les corridors souterrains d'un hôpital comme Robert-Giffard. On est dans une société qui a valorisé la vie affective, qui a valorisé l'exercice de la sexualité comme faisant partie de la santé globale. On accepte que certains individus fassent le choix de renoncer à l'exercice, mais on ne peut pas, comme société, assujettir tous les patients dans des hôpitaux de soins prolongés ou dans des institutions psychiatriques au vœu de chasteté ou à la promesse de chasteté. Donc, comment
voyez, avec tous les problèmes de santé que ça présuppose, imaginez dans un milieu comme l'Institut universitaire en santé mentale, le niveau de prévalence des hépatites et de tout ça, à un moment donné, il faut prendre des dispositions. Et maintenant, il y a des chambres que des couples peuvent réserver pour avoir des relations sexuelles et on essaie de le faire dans des conditions qui respectent le plus la dignité humaine, qui respectent également des exigences en termes de santé publique. Alors, vous voyez, comme théologien, à quoi on peut être amené à collaborer. Pour ma part, j'ai collaboré à Robert Giffard, en fait, l'Institut maintenant, à l'élaboration d'un code d'éthique qui était ajusté à une nouvelle philosophie qui est celle du rétablissement et essayer de voir comment on peut, qu'est-ce que ça signifie au niveau pratique, le rétablissement. Alors, mes amis de la coalition Priorité Cancer, alors, reviennent à la charge pour réclamer que tous les médicaments contre le cancer soient approuvés et remboursés par le gouvernement, peu importe leur prix. Alors ça, c'était dans les médias il y a quelques jours, c'est la priorité, la coalition Priorité Cancer. Mais entre vous et moi, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont des problèmes de santé mentale? Est-ce que pour la schizophrénie, on va accepter quel que soit leur prix ou on va réserver ça au cancer? Et ceux qui souffrent d'arthrite, je lisais un dossier sur l'arthrite ce matin, quand tu lis ça, tu te dis « Wow, c'est une condition dont les conséquences sont très graves. » Est-ce qu'on va payer quel que soit leur prix ou on a décidé comme société que ça, c'est réservé au cancer? Le coût. Est-ce qu'on peut faire abstraction du coût? N'importe qui se pose cette question-là. Hein? Quand on fait des choix à la maison, on sait bien qu'on ne peut pas tous payer. Alors, croire qu'on peut donner tous les médicaments puis avoir la naïveté de donner aux compagnies le prix qu'elles réclament. Parce que la naïveté là-dedans, c'est de croire que, par exemple, que les prix des médicaments sont fixés à partir des dépenses faites pour développer le médicament et comment on va retrouver ces dépenses de développement. J'ai des mauvaises nouvelles pour vous. C'est pas comme ça que ça marche. Et la ligne fondamentale ou l'argument fondamental là-dedans, c'est ce qu'on appelle en anglais la willingness to pay. Qu'est-ce qu'on est prêt à payer dans une société donnée? C'est pour ça que les médicaments ne sont pas du même prix en Afrique qu'aux États-Unis, qu'au Canada, qu'en Europe. C'est la willingness to pay. Qu'est-ce qu'on va être prêt à payer? Ça, ce n'est pas les investissements qui ont été faits. Ce n'est pas simplement la question de retrouver l'investissement. C'est la willingness to pay. Alors, quelle naïveté, quelle irresponsabilité. 5 minutes, parfait. Donc, les difficultés auxquelles se heurte le projet d'une telle bioéthique. Et, dans le fond, une des difficultés, c'est ce qu'on appelle la condition postmoderne. Je m'excuse, j'ai préparé ça pour des théologiens. Vous savez que les théologiens ne sont pas forts en philo. Donc, je voulais c'est une ironie, autoflagellation, c'est que je voulais être sûr qu'on ne confonde pas un certain modernisme théologique, pas théologique, technologique, quel lapsus, là je retourne chez mon psy, ça coûte trop cher de toute façon. Encore là, il faut faire des choix. Hein? Alors, j'avais présenté ça, c'était le lendemain de la présentation de l'iPhone 6 et de la montre Apple. Alors, c'est peut-être pas ça qui est la postmodernité. D'abord, avant la postmodernité, il y a un héritage de la modernité. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la réduction de la raison à la rationalité cognitive instrumentale. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de ces médecins qui pensent qu'on n'est pas scientifique si on fait de la sociologie et ainsi de suite, ou de l'anthropologie, ou évidemment, pire encore, de la théologie. Il y a toujours des gens pires que nous. Alors, mais qu'est-ce qu'on retrouve comme, je dirais, quand on essaie de décrire ce qu'on appelle la postmodernité, c'est la fragmentation et le développement exponentiel des savoirs. Et ça, je dirais, cette fragmentation, elle est d'une certaine façon inévitable. Et on ne peut pas
contrer cette fragmentation, mais il faut rechercher des moyens de renouer, de faire des liens. Mais on est devant une fragmentation et le caractère exponentiel des savoirs. On a quelqu'un ici qui pourrait nous dire ce que ça suppose en termes de coûts, de périodiques à la bibliothèque. C'est vraiment absolument incroyable. L'incommensurabilité épistémologique des savoirs, on en vient à se demander justement la question, à savoir, est-ce qu'on peut arrimer ces savoirs? Ou si on est devant des savoirs qui sont vraiment incommensurables, donc on ne peut pas relier entre eux, ce qui sape, je dirais, le conseil qui serait alimenté de ces divers types de savoirs. La reconnaissance du caractère situé, contextuel des savoirs. Et je pense qu'on ne peut pas éviter non plus cette reconnaissance. J'oserais dire qu'à l'âge que j'ai, ça devient de plus en plus évident comment les savoirs sont contextuels, comment nos évidences sont liées à nos expériences et ainsi de suite. On n'y échappe pas. C'est quoi les conséquences? Est-ce qu'on peut penser à une morale commune? Est-ce que c'est une tâche impossible? Est-ce que le repli sur la morale procédurale qui confie les questions... Alors, les conséquences, c'est, entre autres, le repli sur une morale procédurale qui confie les questions substantielles aux communautés éthiques. Oups, ça, c'est une grosse bouchée. Dans le fond, une des solutions, comme dans la démarche qu'on fait à l'INES, on est très dans le procédural. Quand on est dans le procédural, d'une certaine façon, les choses vont assez bien. Mais lorsqu'on essaie de réintroduire là-dedans, je dirais, le monde de la vie, les questions plus substantielles, les questions qui supposent l'adhésion à des valeurs, là, ça devient beaucoup plus difficile et pourtant, on ne peut pas simplement être dans le procédural. Une des conséquences aussi, c'est la réduction de la morale au droit. C'est absolument extraordinaire actuellement quand vous voyez les codes d'éthique. Ils appellent ça des codes d'éthique, mais c'est du droit. Ce n'est pas des codes d'éthique. Ça a un lien avec l'éthique. Mais à partir du moment où c'est codifié, c'est traité comme du droit, on est dans une logique juridique et en plus, les codes d'éthique font appel à un élément majeur du droit, c'est la possibilité de sanction. Et quand on a une sanction, je dirais que ça nous décharge légèrement ou ça semble nous décharger de la tâche de motiver. Et souvent, quand je fais des présentations aux étudiants, je dis la sanction, ça vient combler le déficit motivationnel. Si je n'ai pas cette motivation interne, et l'éthique vise cette motivation interne, bien, ça prend la sanction. Et le monde juridique s'appuie là-dessus, et le projet du droit est plus modeste, on ne peut pas lui en vouloir pour son projet modeste, mais néanmoins, quand on ne dispose que du droit et qu'on surinvestit le droit, on a un problème important comme société. Une des choses qu'on observe dans notre société, c'est le sentiment des communautés éthiques d'être muselées dans le débat moral. Est-ce qu'on a une place comme communauté? On voit certaines communautés qui réagissent vraiment avec ce sentiment-là. Et le défi, c'est est-ce qu'on peut échapper au dilemme entre le repli communautaire et le combat? Et il y a des positions de bioéthique religieuses qui correspondent pour moi à des positions de repli. Et il y a des façons pour le religieux de s'installer dans une logique de combat. Pensez à la fameuse encyclique de Jean-Paul II qui parlait d'une culture de la mort et d'une culture de la vie. Alors, on est vraiment dans une logique de combat. Vous voyez, est-ce qu'on peut échapper à ça? J'achève, soyez patients. Alors, exemple, le Christian Bioethics de Tristan Engelhardt. Vous voyez ici, non. Alors, ce sont des études non écuméniques. Alors, c'est dans le titre. C'est une volonté de ne pas être écuménique. Hein? Alors, je passe rapidement là-dessus. Ce qui est le problème du point de vue théologique, de mon point de vue, c'est que dans ces positions,
on a des appréciations très négatives de la postmodernité. Et c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure à Jean-Paul II, qui, avec sa culture de la mort, culture de la vie, il y a une espèce de manichéisme qui est difficile à supporter. Un objet de débat aussi, c'est l'interprétation de la contribution historique des théologiens à la bioéthique. Parce que les théologiens ont joué un rôle très important. Parce que les théologiens, curieusement, si je pense à la tradition catholique, à partir du 7e siècle, on corrigera, on a introduit quelque chose qu'on a appelé la confession. Et la confession, ça supposait des confesseurs. Et des confesseurs, ça suppose de former des confesseurs. Et former des confesseurs, ça suppose une éthique appliquée. Ça suppose de répondre à toutes sortes de questions qui se posaient dans la pratique. Et je suis allé, il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Espagne, et une des visites les plus impressionnantes que j'ai faites, c'est l'Université de Salamanque. Parce que l'Université de Salamanque, c'est un des hauts lieux de la théologie morale. Et c'est un des endroits où on a commencé à discuter des droits de l'homme. C'est un des endroits où on a commencé à discuter des soins extraordinaires qui allaient donner lieu à toutes sortes de développements. Alors, débat sur les ressources légitimes de la théologie, en particulier sur les rapports entre foi et raison. Si on regarde Engelhardt, on est du côté de la foi et d'une dépréciation de la raison. Alors, Denis Muller, mon ami Denis Muller, a publié une critique assez sévère de cette position d'Engelhardt, qui est d'ailleurs un ami de Denis Muller, et c'est des gens qui se connaissent très bien. Et j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, de prendre un scotch. Au moins, on a des choses en commun. On aime bien le scotch. Tristan Engelhardt, Denis Muller et moi, on s'est très bien entendu là-dessus, mais on n'a pas discuté des orientations de la bioéthique. Si on regarde du côté de la théologie, encore une fois, la pertinence sociale, c'est un critère de validité de la théologie. Et si on pense, je dirais, à une expérience qui a comment dire, marqué l'esprit et le cœur des théologiens de ma génération, puis même de ceux qui sont légèrement plus vieux que moi, je pense à Hermann qui est ici, c'est cette idée de la solidarité avec les hommes et les femmes de notre temps qui était omniprésente au Concile Vatican II. C'est-à-dire, on se situait dans le monde, et il y a Joanne qui est là aussi. Alors, on était formés à cette époque, je dirais, où les idéaux conciliaires nous amenaient, non pas dans une position de combat, mais dans une position de regard, je dirais, serein sur le monde. Donc, le pessimisme face à la culture contemporaine nourrit le repli identitaire, et je pense qu'il faut éviter la polarisation. Il faut assumer une fonction critique dans le débat. Pas au-dessus du débat, pas à côté du débat, dans le débat. Là où on risque de prendre des coups, là où on risque d'être contredit, mais là où il y a une opportunité d'avoir une véritable contribution parce qu'on est dans le débat. Il faut contribuer avec les ressources de la foi et de la théologie. Alors, vous voyez, si je distingue les deux, c'est que, par exemple, si on prend la question des soins extraordinaires, la théologie a une littérature extraordinaire là-dessus qui peut nous aider à reprendre à nouveau frais cette question-là. La théologie comme service du bien commun, c'est aussi une conception de la théologie qui, dans certains cas, se perd. Et je pense qu'il faut faire un choix clair et conséquent entre le débat et le combat. Et il y a des positions actuellement de théologie morale qui sont plus des positions de combat que des positions de débat. C'est tout à fait différent. Et pour reprendre des catégories habermasiennes que mes collègues de philo connaissent, dans le combat, on est dans l'activité stratégique. Dans le débat, on est dans l'activité communicationnelle qui vise l'entente. Je termine là-dessus. Je pense que la position théologique doit être une position d'humilité et de modestie. Il faut que nous prenions des distances face aux versions déductivistes de la loi naturelle qui étaient inspirées du rationalisme des siècles passés. Il faut que l'élaboration de solutions éthiques se fasse à la conjonction des démarches déductives et inductives. Et ça, c'est pas de moi. Et Hermann va
reconnaître, je dirais, un enseignement qu'il y avait dans la faculté où M. Beaumont nous disait constamment que la raison morale, c'est à la rencontre de l'induction et de la déduction. Un peu comme quand on discute avec les juristes, hein? Les juristes vont nous dire la solution elle passe par la juste identification des circonstances de l'espèce. Il faut bien examiner les circonstances de l'espèce et il y a cette rencontre entre des grands principes et les circonstances de l'espèce. Donc, on est à la jonction. L'appel à la rigueur des assertions empiriques appuyées sur des conceptions dogmatiques. Un exemple, je vais y aller un peu brutalement. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est le sort des enfants qui sont élevés dans des familles homoparentales. Ils vont nécessairement avoir des pathologies psychologiques. Et youhou, c'est quoi la preuve de ça? Ça, c'est une affirmation qui est liée à une croyance dogmatique que si ça naît en dehors de ce qu'on a considéré la famille normale, qui vont nécessairement être tout croche. Mais si je fais cette affirmation-là dans le débat moral contemporain, il y a quelqu'un qui va lever la main et va dire « Est où la preuve? Est-ce que vous avez des publications? Est-ce que vous avez des publications bien faites qui fondent la démonstration? » On ne peut pas simplement déduire de conceptions dogmatiques des conséquences. Donc, ça veut dire, soyez prudents, messieurs les évêques. Dire que le petit Jésus n'aime pas ça, c'est une chose. Dire que les enfants vont développer des pathologies, c'est autre chose. Quelle preuve? Et je pense, à la fin, que les théologiens ou l'Église catholique doivent abandonner la croyance naïve que seule la théorie de la loi naturelle peut honorer les exigences de l'universalisme et du cognitivisme. Débat qui est plus philosophique, mais il y a d'autres façons d'honorer les exigences de l'universalisme et du cognitivisme que la... Alors, donc, il faut déployer les ressources critiques, on va là. Je vais finir là-dessus parce que le temps s'enfuit. La tradition morale des vertus, à mon avis, c'est un contrepoids au surinvestissement du normatif. Et souvent, mais pas exclusivement, l'aiguillon de la réflexion sur les fins arrive par le théologien. Souvent, mais pas tout le temps. Alors ici, c'était une image, non, c'est pas une image inspirée d'une vision platonicienne du monde, mais c'est plutôt d'une vision épistémologique, ou dire notre vision du monde est plus le reflet que le monde lui-même. Donc, c'est toutes ces médiations qui font en sorte que notre image, il n'y a pas, comme dirait une collègue, n'est-ce pas, il n'y a pas d'identité entre le signifiant et le signifié. Il faut accepter qu'il y a la barre entre les deux. Et ce qu'on fait du point de vue moral est toujours grévé d'incertitudes. On fait des recommandations qui sont toujours basées sur des informations incomplètes. Et pourtant, c'est la condition humaine d'avoir à décider. C'est ça, je dirais, la caractéristique de la raison pratique, d'avoir à décider souvent dans des contextes qui sont grévés d'incertitudes importantes. Mais néanmoins, il y a un impératif de décider, parce que ne pas décider, c'est décider également. Donc, voilà ce que je voulais vous dire.